Avant d'oublier, je vous raconte une anecdote qui m'est revenue hier, donc pendant une conversation avec notre mystique Léon, qui déplorait l'absence d'instinct dans notre société, où il faut une autorisation pour tout. Il se trouve que j'ai dirigé plusieurs établissements hors frontières et que nous étions tenus d'employer chaque année des volontaires internationaux, des jeunes gens rémunérés qui venaient passer une année en stage à l'étranger, principalement pour coller les timbres, mais enfin bon. Or, cette année-là, les délais étaient un peu courts parce que, notamment, j'avais un bras dans le plâtre. Je devais rentrer en avion dans le pays où j'exerçais ce métier et je n'avais pas le temps d'examiner les 3 candidatures dans les bureaux du ministère des Affaires étrangères. Je signale donc à l'ambassade par téléphone que je vais proposer, par mail, un entretien d'une demi-heure aux 3 candidats en question, à tour de rôle, dans un café de la gare de Lyon à Paris, toutes les demi-heures. Le conseiller culturel de l'ambassade me dit très bien, tu fais comme tu veux. De mon côté, je propose la chose je propose pas la chose, si je propose la chose aux 3 candidats qui acceptent, mais je signale la chose par politesse au ministère. Et j'explique comment et pourquoi je raccourcis cette procédure. Je n'ai qu'une matinée à passer à Paris entre train et avion, etc. Et là, j'assiste à un déchaînement de stalinisme, c'est-à-dire de fausses vertus, au sein de l'administration française, pourtant la plus corrompue, celle de la culture à l'étranger. Je reçois une bordée de courriers électroniques, une sorte de circulaire, en provenance de plein de demi-soldes, qui étaient tous directeurs de je ne sais quoi, d'un bureau, et qui se disaient entre eux, à propos de ma démarche, qu'il fallait me rappeler au bon sens de l'État et que cette convocation dans un café dérogeait à toutes les procédures et surtout ils demandaient, avec beaucoup de morgue, de prétentions, des justifications et voire des sanctions au conseiller culturel de l'ambassade en lui disant « Mais comment pouvez-vous tolérer une chose pareille ?» Et là, ce jeune homme qui avait la moitié de mon âge et qui me tutoyait la veille, m'envoie un courrier glacé où il m'appelle « Monsieur le directeur, j'apprends que vous vous apprêtez à recevoir des candidats dans un café, procédure atypique qui ne saurait être tolérée, etc. » On était vraiment à Moscou en 1934. Donc je lui renvoie un courrier pour lui dire « Te fatigue pas mon gars, j'ai notre échange de mails, hier tu me disais que ça posait aucun problème, et si tu continues sur ce ton, je vais en envoyer une copie à toute ta hiérarchie. » Alors, que penser de tout ça ? Eh bien, il faut dépasser le caractère pointilleux du truc et ne pas être obsédé par l'esprit courtelinesque de ces petites gens qui trouvent inadmissible de recevoir des candidats dans un café. Il faut juste mettre en parallèle tout ça, cette apparente rigueur administrative, avec l'invraisemblable débauche de dépenses, de passe-droits, de jonglage budgétaire, de déficit institutionnel, de prise illégale d'intérêts, que vous observez dans ce qu'on appelle le réseau culturel français à l'étranger. Il faut simplement préciser que ces cris d'orfraie pour le respect des procédures de candidature, etc., dans le cas d'un volontaire international, donc d'un stagiaire, je vous le rappelle, de 23 ans, payé une misère, avaient une contrepartie, c'était que les nominations des plus gros postes, dont le mien, se faisaient entièrement par piston et sur coup de fil d'un ministre, dans la moitié des cas au moins. Donc quand Léon, mon voisin là au village, me dit que l'administration française est un monde mort, un récif de corail mazouté, il n'a pas entièrement tort, et quand il dit qu'il va falloir traiter, il a raison aussi. Pour hâter le traitement, abonnez-vous, merci. Décidément, je m'entends très bien avec le beau-frère de notre Léon, qui s'appelle Maxime, et je l'ai même reçu au village à sa demande, enfin la demande de sa femme. Il est venu en voiture, il avait quelque chose à me dire. Alors je vous rappelle que Maxime a été dans la culture, dans la musique, toute sa vie, dans une ville moyenne, de la taille d'Agen, à peu près aussi proche de Toulouse d'ailleurs, et il voulait donc me voir ce jour-là. Et s'il m'a payé le repas au café-restaurant du coin, c'est qu'il avait plusieurs choses à me dire dans la perspective des municipales. J'étais donc assez curieux de l'entendre et nous avons parlé de plusieurs choses, mais le premier sujet
vous obligera à attendre demain pour connaître les autres, parce que j'ai trouvé que ça méritait largement une chronique intercalée. C'est le vin rouge, figurez-vous. Ah bon, et pourquoi? Mais parce que c'est un personnage haut en couleur, ce Maxime, qui aime bien le vin rouge, et il en avait marre d'entendre partout dans les médias, qu'il appelle les médias de cul serré, ces véritables campagnes permanentes qui se déchaînaient en ce moment, selon lesquelles même un seul verre de vin était dangereux pour la santé, etc. Et là, ce qu'il m'a dit, en regardant les convives dans la salle de restaurant autour de nous, mérite largement que vous vous attendiez demain pour entendre le reste. Il m'a dit: regardez les gens là qui boivent leurs demi-litres à table, on est samedi, il fait beau, ils sont contents d'être là. Ce matin, ils se sont levés un peu maussades, si ça se trouve, ils n'avaient pas le moral. Et là, ils discutent avec 3 copains, on voit leurs soucis s'envoler. Ils disent on va faire ci, on va faire ça, ils sont pleins d'enthousiasme, tout excités par le vin, probablement, ou la bière, mais ils perdent leurs inhibitions, ils ont de l'imagination, ils ont de nouveau un courage qu'ils n'avaient pas ce matin. Parce qu'en fait, le vin rouge, ou l'apéro, c'est la cocaïne du pauvre. Alors là, tu me diras, on peut se tutoyer, hein, me dit-il. Oui, et c'est mauvais pour les reins, me dit-il, c'est ce qu'on prétend. J'ai répondu qu'il pouvait en effet me tutoyer, mais j'ai jamais dit une chose pareille. C'est pas moi qui ai parlé des reins, lui ai-je précisé. Alors je lui dis aussi, j'ai connu des alcooliques dont le cerveau fonctionnait mieux que les reins. Des émotifs, des imaginatifs qui avaient besoin de l'euphorie rampante de l'alcool pour avoir du talent, voire du génie. Et en réponse, cet homme m'a fait un tableau halluciné des rapports entre le monde des pisse froids, qui n'avaient aucune chaleur, aucune culture, généralement des Nordiques, des Américains, et qui voyaient le monde un peu comme une clique, des gens qui adoraient l'art contemporain, par exemple. Quand tu vois Bernard Arnault, me dit-il, bah, tu te dis que sa dernière cuite remonte probablement à ses 16 ans et demi. Et puis, il a parlé également des autres qui avaient, eux, de l'indulgence pour autrui, qui avaient de l'audace, de l'imagination, un sens de la gratuité, de la vanité des choses, et tout ça allait très bien avec le fait de boire un coup de trop, parfois. Et en tant que musicien et fils de chef d'orchestre, donc cultureux de père en fils, si on peut dire, la vraie culture, me dit-il, celle qui aime les gens, eh bien, il avait toujours fait, lui, le rapport entre l'ivresse et le génie. Il m'a rappelé que Mozart composait avec un verre de vin blanc sur le clavecin, n'avait jamais rien fait avec modération, on ne pouvait pas dire. Il a dit la modération, c'est la mort. Je lui ai quand même objecté que les immodérés ne vivaient pas longtemps non plus. Il m'a répondu que les immodérés, comme tu dis, ont vu l'essentiel avant les autres, et c'est pour ça qu'ils s'en vont avant les autres. Quand tu as vu ce qu'il y avait à voir en cette vie, eh ben, tu t'en vas. Et alors finalement, il me dit, c'est pour ça que je voulais te voir, j'ai un service à te demander, et là j'ai prêté l'oreille, mais comme ma chronique ne peut pas dépasser 4 minutes, j'espère que vous serez nombreux pour entendre demain ce qu'il avait à me dire. Abonnez-vous, merci. Alors je vous replante le décor, nous sommes dans la salle d'un restaurant du Café du Coin, on est samedi, et Maxime, le beau-frère de Léon, est venu me voir seul à seul pour me parler des municipales dans sa ville près de Toulouse, parce qu'il voudrait me voir faire des chroniques sur ces questions municipales qui lui importent, et notamment quand elles ont trait à la culture, à l'argent qu'on dépense pour la culture, mais pas seulement. Il me dit, tu es dans la position la plus intéressante en ce moment, toi les gens t'écoutent au moins, alors je voudrais te confier quelques petits secrets sur la gestion d'une ville à problème comme la mienne. Depuis 25 ans, j'ai bien vu comment on détruit la vie culturelle et sociale d'un pays, le nôtre, par subvention ministérielle. J'ai eu l'exemple de ces petites gens dans tout le sud de la France qui font du culturel sur subvention, parce qu'ils connaissent 30 personnes bien placées à Paris. Du coup, ça a fait des doubles pages dans Télérama ou dans l'Obs, mais ça n'a strictement rien à voir avec la vraie vie des gens, la vraie vie culturelle. Si tu veux faire une exposition Giacometti à Montauban, par exemple, eh ben, tu ramasses
que des Anglais l'été. Attention, pas des Anglais qui se tapent du rosé toute la journée, non, des Anglais qui voyagent à trois, qui boivent pas, et qui ont toujours le Guardian sous le bras, l'équivalent du Monde. Du coup, les vrais gens ne viennent pas. Si tu fais une création d'après une création moderne avec danseurs brésiliens, tout nus sur la scène, hip-hop, etc., t'as certainement un bon article dans Le Monde, mais les habitants de ta ville te détestent. En plus, ça coûte un argent fou, donc tu les as ponctionnés pour faire ce qu'ils réprouvent, et ce n'est pas vraiment raisonnable. Je lui réponds que j'ai déjà parlé de tout ça. J'ai fait partie des rouages d'ailleurs de ce système quand j'étais en poste à l'étranger. J'ai connu les Ayagons, les Douste Blazy, les diplomates qui obéissent à tous les mots d'ordre tombés de Paris pour essayer de vendre à Cuba ou à Manille une culture française faite de hip-hop et de funky, alors que les gens veulent souvent du Patricia Cass, du Mireille Mathieu et parfois de l'Édith Piaf. Mais je lui ai dit aussi, écoute, ça tombe mal, j'avais envie d'arrêter Campagnol quand même vers Noël parce que j'ai un livre à écrire. Et il me répond, mais ça me va tout à fait. Si tu peux foncer avant Noël pour montrer combien les municipales vont être l'occasion de tout remettre à plat, de tout balayer de ce qui nous étouffe localement, je suis partant. Et là, je te balance tout, tous les jours, tous les mois si tu veux. Quel tout, lui ai-je demandé? Eh bien, toutes les magouilles, tout ce qu'on nous impose, toutes les tricheries, tous les coups de fil de la dernière minute pour t'obliger à retirer tel projet de l'agenda, tel terrain de la zone constructible, tous les budgets que la région veut que tu votes en faveur de tel ou tel autre projet, autre que le tien, surtout si le ministère de la Culture est dans le coup. Enfin, toutes les campagnes de presse que tu vois surgir, comme ça, au dernier moment sur Radio France, par exemple, pour dire que le Conseil général veut plastiquer une opération que tu as montée toi, tous les tarés qui sillonnent la vie politique locale et qui n'ont lu aucun livre, qui ne savent rien, qui n'ont aucune culture, aucun sens moral, qui se tapent des escort girls à 1000 € la soirée et qui font des gueuletons tout le temps et des tenues, si tu vois ce que je veux dire. Alors, je lui dis, mais on gagne pas des élections comme ça sur la critique de ce que font les autres. Est-ce que la ville a un projet, un cap? Oui, j'allais y venir, me dit-il. Le maire veut qu'on devienne le ici Londres de la culture française durant le prochain mandat. Genre, les Français parlent aux Français. Au lieu de faire des festivals d'art contemporain ou de musique portés à bout de bras par le ministère et les 4 magazines qui travaillent pour lui, eh bien moi je veux que les artistes du pays occupé viennent à Villeneuve en résidence l'été pour s'adresser à la nation à travers la Manche théorique, ici Londres. Je veux qu'ils reprennent des pièces de théâtre avec des vrais sujets, qui fassent honte à Avignon, que les œuvres d'art ne soient pas des bidets sur un évier, qu'on recommence à exposer de l'art véritable, des portraitistes par exemple. Mon maire veut aussi devenir exemplaire dans le sens du réveil. Ça te va? Je vais réfléchir, lui ai-je dit, mais en fait c'est tout réfléchi, je crois que c'est bon. Je vais le faire. Abonnez-vous, merci. Quand on va voir les vieux dans son village, histoire de discuter un peu, et là je m'arrête au milieu de l'introduction parce que je vous entends d'ici, vous vous dites, quand il nous parle des vieux, il se prend pour qui? N'est-il pas vieux lui-même? Bon, alors la réponse c'est ça dépend. Il n'est pas impossible que le sort m'interdise un jour de continuer, mais pour l'instant je rends visite à des quasi-nonagénaires au guidon d'une moto de 700 cm3, après avec mon chien dans le dos, dans un sac à dos, et quand c'est pas un parapente. Donc il est possible que je ne sois pas encore tout à fait vieux. Donc, j'y reviens, pendant mes visites chez un vieux, il arrive que je tombe sur la fille de l'ADMR, l'aide à domicile en milieu rural. Celle à laquelle je pense s'appelle Josette. Elle est une fille assez imposante et elle est toujours pressée, mais elle dit que c'est pas sa faute et elle a entièrement raison et c'est de quoi je voulais vous parler. Déjà, d'après l'aspect de sa voiture, on voit qu'elle circule beaucoup dans des chemins mal entretenus. Ensuite, elle est toujours en retard évidemment. Le type chez qui elle venait ce jour-là s'appelle Guillaume. Il a perdu son frère jumeau il y a longtemps, il est veuf,
il est dans cette phase pénible de la vieillesse où on oublie de se nourrir et surtout de boire. Je lui ai acheté une bouteille de 8 litres d'eau minérale avec un robinet à pression, vous savez, comme dans les entreprises. Et nous la remplissons toutes les semaines avec de l'eau du robinet, mais comme ça, je peux contrôler qu'il la vide bien entre deux de mes visites et qu'il boit au moins 1 litre par jour. Elle trône au milieu de la cuisine, il peut pas oublier de boire. Donc la fille de la DMR se pointe et dès son arrivée, elle me donne un tract qui dit qu'ils ne s'en sortent plus, etc. C'était plus ou moins syndical, évidemment, mais les arguments étaient quand même très justes. Il paraît que depuis 10 ans, leur indemnité kilométrique de 35 centimes n'a pas bougé, que normalement, il devrait être hors frais réels parce que des gens comme elle passent un temps fou à faire des détours quand les arbres tombent, quand il y a des travaux, etc. Mais elle me dit, c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est que normalement, on est là pour dire aux vieux, et là, elle me désigne du menton le vieux Guillaume, on est là pour leur dire comment ils peuvent continuer à se débrouiller seuls pour rester à peu près autonomes, mais comme on n'a pas le temps, on leur explique rien, on leur dit mettez-vous là, asseyez-vous là, et on fait tout à leur place. Du coup, ils sont complètement assistés, alors que le but au départ, c'était quand même bien de maintenir une certaine indépendance. En plus, comme on est à la bourre tout le temps, dès qu'ils commencent à parler amicalement de leur famille, de leur passé, etc., on est obligé de leur répondre, je veux plus rien entendre là parce que je suis attendu ailleurs. Du coup, la fois suivante, évidemment, ils se referment toujours un peu plus, et au bout de 6 mois, à cause du Conseil général, de la région, de Paris, de tous ces gens, et ben ça fait 2 mécontents. Moi qui ne m'en sors pas, et lui qui, ou la dame, qui finissent par ne plus nous parler, et qui haussent les épaules quand on arrive. Regardez, me dit-elle, je veux pas être méchante, mais regardez, monsieur Guillaume, il lève les coudes quand j'essuie la toile cirée. Vous pensez pas qu'il pourrait essuyer la toile cirée lui-même? Non. Finalement, vous ne voyez plus de différence entre le personnel des EHPAD et nous, sauf que nous, on fait du bénévolat et des heures sup non payées tout le temps, et qu'on n'a pas de collègues à qui en parler pour se remonter le moral en fumant une clope dans la cour. Eh bien, ce jour-là, au moins, elle a pu me parler, elle a été intarissable même, et je me devais de vous en parler à mon tour. Abonnez-vous, merci.